Moi, je vais t'appeler Flo, ça ne te dérange pas. Avec plaisir. Super. Bon, je te remercie d'être là pour ce deuxième numéro, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler un peu plus côté technique de la remorque, du full pool team, qui est aussi un élément important de la Fédé, parce que c'est vrai que si vous n'êtes pas là, ça peut être très vite compliqué pour organiser les courses et pour construire les choses qu'on voit pas forcément, nous, du public. Voilà. Donc, je vais te laisser te présenter, dire ce que tu fais un petit peu dans la vie, depuis combien de temps tu fais partie de la Fédé, et puis on verra après au fur et à mesure qu'est-ce qui arrive. Ça marche. En tout cas, merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Florent Goujon, donc j'ai 36 ans et dans la vie professionnelle, je travaille chez John Deere, dans le milieu agricole, on va dire, mais je travaille pour une division un peu spéciale chez John Deere. Je travaille pour la division moteur. Donc, John Deere fabrique des moteurs pour ses propres machines, jaunes et vertes, que l'on peut retrouver dans les super stocks ou les pro stocks ou les tracteurs de série. Et on vend aussi ses propres moteurs diesel à l'extérieur, on va dire à des clients externes de chez John Deere. Et donc, moi, je suis en charge. Je suis commercial et je suis en charge de développer les ventes des moteurs John Deere à l'extérieur de John Deere. Donc, je travaille avec des représentants dans des pays, en gros la moitié de l'Europe. Je suis en charge de la moitié de l'Europe et donc je m'occupe d'accompagner nos représentants, on va dire nos distributeurs, à vendre et à faire la promotion de la marque John Deere et des produits principalement moteurs. Donc voilà, donc ça va du moteur dans le matériel agricole au groupe électrogène ou des moteurs qui peuvent aller dans le milieu industriel ou le milieu marin. Voilà, donc on a un gros marché dans le milieu marin, donc à travers les bateaux de pêche, les bateaux de passagers, les catamarans, les yachts, etc. Donc voilà, donc je suis en charge de développer les ventes à travers nos représentants sur le marché européen. Voilà. D'accord, mais du coup, ça t'arrive d'aller outre-Atlantique ou tu restes que sur l'Europe? Non, alors sur la partie vente, c'est que sur le marché européen. Voilà, j'ai la moitié de l'Europe, pour faire simple. J'ai la France, le Benelux, donc les Pays-Bas, et après des pays, l'Allemagne, et après des pays un petit peu plus où le marché est un peu plus limité, qui sont les pays de l'Est, comme la Pologne, République tchèque, Slovaquie, et Hongrie. Voilà, donc principalement, je m'occupe de l'Europe de l'Ouest. C'est là où il y a le plus de fabricants de machines dans l'industrie. Voilà. Et ensuite, oui, je suis amené à voyager de temps en temps aux États-Unis, à la maison mère ou dans les différentes usines de John Deere. Voilà. Donc, de temps en temps, on a cette opportunité d'aller aux États-Unis. Ouais. D'accord, ok. Ouais, donc du coup, ça doit te prendre quand même pas mal de temps en termes disons que tu dois passer beaucoup de temps à voyager, quoi. Effectivement, c'est une petite partie de notre temps. Donc, par moment, c'est un peu plus dense et par moment, c'est un peu plus calme. Et voilà, on essaye de faire de trouver l'équilibre aussi avec la vie perso et le tractor pooling, puisque le tractor pooling nous amène aussi à voyager un petit peu en France, mais aussi des fois à l'étranger aussi. Donc ça peut servir. Des fois, on peut utiliser les deux, lier l'utile à l'agréable et en profiter du voyage professionnel pour le combiner avec une opportunité sur une course à l'étranger. Mais souvent, c'est pas le cas. Voilà. Mais des fois, ça peut servir. D'accord, bon, c'est cool. Déjà, ça fait un sacré boulot, quoi. C'est bien prenant. Ah, ok. Exactement. Du coup, ça fait combien de temps que tu fais partie de la Fédé, toi? Donc, dans le full pool team, ça va faire pas loin de 20 ans. Précisément, j'ai commencé au sein du full pool team en 2006 et on reviendra un petit peu sur l'histoire du full pool team et comment je suis rentré dans le pooling. Enfin, au sein du full pool team en 2006. Et le pooling, je le connais depuis que je suis tout petit, depuis que je suis bébé, puisque c'est à travers mon papa que j'ai découvert le tractor pooling. Et aussi, on pourra revenir sur ce point-là dans quelques minutes. Mais voilà, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le full pool team. Au sein de la fédération, ça fait, ou en tout cas au sein du conseil d'administration. Donc, il y a un conseil d'administration et un bureau. Et c'est peut-être des choses que l'on pourra présenter sur différents podcasts avec d'autres personnes. Voilà. Donc, il y a un bureau qui est un petit peu plus restreint, qui, eux, sont en charge vraiment de faire fonctionner la fédération. Et après, on a un conseil d'administration qui est un petit peu plus étendu, où on peut avoir des rôles et des responsabilités au sein de cette fédération et avoir des tâches ou des fonctions bien précises. Donc, moi,
Ça fait 5 ans que je suis rentré dans le bureau. Cependant, j'ai effectué et j'accompagnais déjà la fédération auparavant et j'avais pas besoin d'être au sein du bureau pour aider la FTPF à se développer. Donc ça fait 5 ans et aujourd'hui, mon rôle principal, c'est d'accompagner Benoît Hu, que tu as déjà avec qui tu as déjà eu des échanges sur la partie relations et TPC. Donc Benoît est la personne clé, la personne centrale sur la communication que la FTPF peut avoir au sein de l'ETPC. Et moi, je suis en support avec Benoît. Voilà, on est souvent deux à être représenté, à représenter la FTPF quand on a les réunions TPC. Mais on n'est pas que deux. Hein, voilà. Il y a aussi d'autres personnes qui peuvent nous accompagner quand je ne peux pas être présent, quand Benoît ne peut pas être présent. Par exemple, demain, il y a une réunion ETPC, où tous les pays européens vont se retrouver durant une journée et vont faire un débrief, enfin, un résumé de l'année 2024 sur ce qui s'est passé sur la saison, sur les Eurocups, sur les retours des pays, de chaque pays, sur ce qui peut s'être passé en bien ou en moins bien. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on a des axes d'amélioration d'un point de vue sécurité, développement, et ensuite se projeter sur 2025. Quels sont les Eurocups de prévus en 2025? Est-ce qu'il y a des améliorations à faire par rapport à l'année dernière? Est-ce qu'il y a comment développer et animer le tractor pooling en Europe? Donc c'est une des parties. Donc on est plusieurs. Il y a aussi Dimitri, il y a aussi Vincent Auvray et Dimitri Bourgeois qui est dans les Gardens. Donc ils peuvent représenter, on va dire, la FTPF. Donc c'est une de mes missions. Moi en plus, je peux aussi participer aux réunions qu'il peut y avoir sur les remorques. Des fois, il y a des réunions qui peuvent être liées au règlement technique. Donc j'y participe. Et puis après, on est plusieurs à s'occuper de la communication et du Facebook. Voilà, donc on essaye de faire de la communication et d'être dynamique. Donc avec Alexis, Cayette entre autres, et aussi Benoît, on essaye d'animer notre Facebook. Il y a aussi le site internet qu'on essaye de maintenir un petit peu au minimum, voilà, pour être honnête. Mais c'est surtout via les réseaux sociaux qu'on essaie de communiquer. Donc voilà mes deux fonctions principales au sein de la FTPF. Ouais, c'est déjà pas mal quand même. Ça fait du boulot. Oui. Après, c'est bien. Il y a toujours on a plein d'idées, on veut faire plein de choses et voilà, c'est comme tout. Il faut trouver le temps et après, il faut réfléchir si c'est un intérêt de lancer ces initiatives. Voilà. Oui, bien sûr. Ok, très bien. Du coup, de votre côté, comment vous voyez comment s'organise la pré-saison, avant que la saison commence, comment vous vous organisez au niveau de la remorque? Alors, au niveau de la remorque, déjà, on est à peu près une dizaine au sein du Full Pool Team. On est une dizaine de personnes avec chacun un petit peu des rôles différents, on va dire, des responsabilités, où on a des domaines de compétences, on va dire, un petit peu plus avancés. Certains maîtrisent principalement la mécanique, mais d'autres c'est l'hydraulique, d'autres c'est l'électrique ou l'électronique. Voilà, donc on a chacun un petit peu on peut chacun avoir un petit peu notre domaine de préférence. Ensuite, comment ça se passe? Donc voilà, on va dire que c'est le Full Pool Team, ça fonctionne toute l'année. Bien évidemment, là, on est sur une période creuse, puisque la saison, elle s'arrêtait fin septembre, ou mi-septembre. Ouais. Voilà, donc, on va dire que là, on a pris un petit mois pour, on va dire, couper et, on va dire, penser à autre chose et pas se focaliser sur le tractor pooling, même si ça revient vite au galop. T'as vite fait le tour. Ouais. Donc là, aujourd'hui, on n'a pas de notre côté, on n'a pas encore commencé la partie entretien et maintenance et d'hivernage de la remorque. Pourquoi? C'est parce qu'elle est basée à côté de Tours. Elle est basée au Boutardière, donc plus précisément, et elle est dans une ferme. Donc aujourd'hui, c'est chez un agriculteur, chez Hervé Pivot, qui est on va dire, le représentant et le responsable de la remorque. Et aujourd'hui, il y a une activité autour de cette ferme qui est son activité principale. Et aujourd'hui, ils sont en train de finaliser les maïs. Voilà, donc en ce moment, c'est la récolte des maïs. Et donc, il y a d'autres priorités, du coup. Voilà, les priorités sont celles-ci. Et très honnêtement, dans les 15 prochains jours, on va se focaliser sur l'hivernage de la remorque. Donc, elle va être, on va dire, elle va être au chaud.
et on va la démonter. Donc voilà, en à peu près un ou deux jours, on va la démonter. Quand je dis démonter complètement, on va désolidariser le châssis du patin pour pouvoir avoir accès à toute la partie mécanique. Et, on va commencer les premières vérifications. Donc, il y a des vérifications qu'on fait tous les ans, bien évidemment, et qui sont obligatoires et exigées par le TPC. Donc, par exemple, l'embrayage doit être démonté et contrôlé et ouvert tous les ans. Donc, on le démonte tous les ans, on le vérifie tous les ans puisque c'est un organe assez important. Et ensuite, on doit aussi vérifier finalement les fixations entre le patin et le châssis. C'est important. Donc, tous les ans, ce sont des choses que l'on vérifie et que l'on démonte et que l'on contrôle et que l'on répare et que l'on change. Donc voilà. Après, il y a d'autres, il y a l'entretien au quotidien que l'on peut avoir et l'entretien qu'on peut avoir tous les hivers, donc sur la partie moteur de la remorque. Ensuite, il y a toute la partie hydraulique. Aujourd'hui, on va faire du remplacement de pièces consommables comme les filtres, etc., etc. On a le circuit pneumatique où aussi on fait des vérifications et des modifications. Et puis après, il y a, en plus de l'entretien, il y a éventuellement soit des réparations à faire ou soit des modifications et des améliorations. Donc des améliorations parce que nous, on y voit un intérêt pour le confort ou pour le confort ou pour la sécurité, premièrement. Et ensuite, ça peut être aussi associé à des évolutions de règlement. Voilà, donc les règlements évoluent, même si dernièrement, ils sont plutôt assez stables. On peut être amené à avoir des petits ajustements sur les règlements. Donc, à partir de là, nous, on doit aussi s'adapter aux nouvelles normes qui peuvent être discutées au niveau de l'ETPC. D'accord. Et du coup, quand tu parles de confort, quand on voit les remorques hollandaises ou allemandes qui ont des cabines directement sur les remorques, est-ce que pour toi, c'est plus quelque chose qui est question de style ou c'est vraiment quelque chose de confortable Non, je pense que c'est les deux. C'est à la fois du confort et de l'élégance, on va dire, hein. Voilà, donc c'est les deux. Après, il y a pas d'obligation, mais c'est sûr que ça rend esthétiquement une remorque peut-être plus jolie. Voilà, c'est vrai. Après, j'ai jamais eu l'occasion, moi personnellement, je suis déjà monté dans les remorques étrangères et j'ai jamais roulé en course, mais je sais que tu peux avoir enfin, je pense qu'il y a certaines équipes, je sais pas en Europe, mais peut-être aux US, tu peux aller jusqu'à avoir la climatisation. Donc c'est sûr que c'est un confort. Quand tu fais une course l'été où il peut faire 40 degrés, voilà, quand tu as une cabine complètement fermée, tu n'es pas obligé d'avoir un casque. Donc voilà, ça peut être, c'est un vrai avantage. Alors que voilà, quand nous on fait nos courses, on est obligé d'avoir le casque et c'est vrai que quand il fait très chaud, c'est pas forcément le plus agréable. Mais voilà. Donc c'est de l'esthétique, mais c'est vrai que c'est plutôt assez joli. Ouais, du coup, ça serait quand même malheureux pour toi de te retrouver dans une cabine de case, tu vois. Non, après, il faut. Voilà, non, c'est vrai, non, non, mais c'est vrai que je travaille pour John Deere, mais non, j'ai aucun problème avec ça. Ouais. Et même des fois, voilà, bien évidemment, tout le monde en discute, tout le monde en parle, tout le monde se chambre sur ce Ouais, bien sujet-là. Et sûr. voilà, mais voilà, D'accord. Donc, ça du me coup, ferait est-ce plaisir que d'avoir une cabine, très honnêtement. une Pourquoi pas cabine une tout John court, hein, je Deere et m'en fiche le pourquoi pas modèle, mais une cabine. une classe. Voilà, Bon, ou une voilà, bon, classe, ben, voilà, ou une classe. Voilà, ouais, voilà, bon, ben, les améliorations à apporter pour 2025, voilà, une cabine. pourquoi Voilà. pas, pourquoi pas. Alors, je pense que chez nous, très honnêtement, il y aurait beaucoup de travail parce que aujourd'hui, on a une des contraintes pour notre remorque, c'est qu'elle est chargée dans une semi. C'est une semi Ouais. qui est fermée, bâchée. Donc, on a la contrainte de la hauteur. Voilà. Donc, aujourd'hui, mettre une cabine, elle ne rentrerait pas dans la semi bâchée. Donc voilà, il y Ouais, c'est aurait vrai des ajustements à faire. ouais, c'est vrai que contrairement à la remorque, je crois, allemande ou hollandaise, qui, elle, s'accroche directement derrière le camion. Donc, Exactement. ouais. Exactement. Donc, il y a deux remorques aujourd'hui qui peuvent rouler sur la route. Effectivement, la dernière remorque allemande et la remorque Keep Moving Orange qui peuvent rouler sur la route. Elles ont des autorisations pour rouler sur la route. Donc, voilà, des choses que je pense, nous, on ne pourrait pas faire avec notre remorque. Je dis bien, on ne pourrait pas faire. Je pense que ça serait très, 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 très Ouais. compliqué d'avoir les autorisations. Voilà. Et je sais que
je sais que les Allemands, pour avoir discuté beaucoup avec eux, ils ont énormément travaillé avec les autorités locales pour avoir ces autorisations. Donc, c'est pas quelque chose qu'ils ont eu assez facilement. Voilà. Oui, ouais. Et du coup, est-ce que les débuts de saison, il y a donc tu parlais des réunions, tout ça. Est-ce que vous avez une réunion avec les teams pour qui eux vous apportent leur vision des choses qui pourraient être modifiées concernant la remorque, que ce soit la Alors grosse oui, ou la petite. on a déjà nous on a notre réunion, on a une réunion au sein de l'équipe souvent qui se fait au mois de septembre. On fait un débriefing, on fait un débrief de l'année, voilà, tous ensemble, pas forcément que sur la remorque, mais sur toute la saison au global. Après nous on fait notre point en interne déjà sur ça. On essaye aussi de réfléchir sur les améliorations qu'on va apporter, même si au final les améliorations on y réfléchit tout au long de l'année, et même durant les courses et au final. Notre saison, finalement, la saison 2025, pour nous, elle a commencé dès la première course que l'on fait en 2024. Voilà, on se projette déjà, on essaye de se Ouais. projeter déjà sur ce que l'on n'a pas pu faire ou ce que l'on pourrait faire sur l'année 2025. Donc, c'est vraiment continu. Après, durant toute la saison, on a des échanges avec toutes les équipes. Voilà, donc oui, il peut y avoir des améliorations, des retours, bien évidemment. Et puis après, nous, on a aussi le full pool team, on a une réunion avec le bureau de la fédération. Voilà, donc on fait un point aussi souvent au mois d'octobre pour partager aussi notre vision auprès de la FTPF et puis aussi évoquer éventuellement les coûts, les investissements et les choses que l'on veut planifier sur l'année 2025, puisque c'est important pour la FTPF de savoir quels seront les investissements et les frais associés que l'on peut avoir sur la remorque, mais pas que. Voilà, voilà, on fait un point avec eux. Et puis après, les équipes, elles ont aussi un point, les équipes de tracteurs, elles font aussi un point entre elles. Souvent, au mois d'octobre, il y a un bilan de l'année, de la saison qui est faite par les équipes. Et ils font aussi leur retour auprès de la FCPF sur les points positifs et négatifs qu'ils peuvent avoir identifiés. Et ensuite, tout ça peut être adressé auprès de la FTPF. Et typiquement, ça peut être des points qu'on peut adresser durant les réunions du conseil d'administration, où il y a des points qui peuvent être pris en charge. Et après, à partir de là, on peut se répartir les responsabilités. Voilà. D'accord, ok. Ouais, donc du coup, oui, quand même, comme vous écoutez quand même, voilà, les choses Bien qui sont évidemment, apportées. Ouais. c'est toujours bien d'avoir des retours. Voilà, il ne faut pas se satisfaire que quand ça marche. Il faut aussi il faut aussi prendre des informations quand ça se passe moins bien, quand on peut avoir fait des mauvais réglages ou il y a eu un problème. Voilà, donc il y a des discussions au quotidien et c'est toujours bon de prendre des conseils ou des retours d'expérience, que ce soit des équipes, mais aussi des équipes françaises, des équipes étrangères, Ouais. ou même des autres équipes de remorque. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir partager et échanger. Je considère que ça peut être que positif. Oui, oui, c'est sûr. Oui. Et puis vaut mieux, je veux dire, vaut mieux se planter entre guillemets le début de saison plutôt que se planter le jour de la course et que même pour vous, ça soit, ça vous pose problème, quoi. Donc, C'est sûr. vaut mieux discuter avant, ouais. Là, aujourd'hui, on va dire qu'on a des règlements qui sont assez stables, donc on a cette chance de ne pas trop avoir d'évolution. Voilà, donc on a cette expérience, on commence à connaître parfaitement la remorque, donc on est plutôt sur de la continuité. Donc théoriquement, on va dire, on devrait pas avoir de grosses surprises. Mais c'est de la mécanique, ça reste de la mécanique, Ouais. donc on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Voilà. Mais théoriquement, euh, la saison, elle se passe plutôt bien et il n'y a pas de grosses surprises. Bon, super alors. Cette année, du coup, c'était Bernay, donc le retour pour les 2 jours, bon, qui malheureusement s'est pas forcément passé comme tout le monde le souhaitait. De votre côté, est-ce que le fait de revenir sur 2 jours, du coup, ça veut dire entre guillemets, une utilisation plus grande de la remorque? Est-ce que ça vous a posé problème ou au contraire, c'était pour vous rien de nouveau et que ça allait se passer comme une seule journée, quoi? Non, pour nous, ça change, très honnêtement, ça change rien du tout. Puisque quand on transporte le matériel, voilà, on le transporte pour 1 ou 2 journées, ça change pas grand-chose pour nous. Forcément, il peut y avoir la contrainte personnelle, mais voilà, on sait tous s'adapter et
on sait se projeter, on connaît la date en avance, donc c'est assez facile de pouvoir anticiper et se préparer, puisqu'aujourd'hui, c'était un vendredi, un samedi, donc forcément, il faut que le matériel arrive potentiellement soit le jeudi soir ou le vendredi matin, et il faut que on soit présent, nous, dès le vendredi, on va dire en fin de matinée ou début d'après-midi, puisque la compétition, elle commence en fin d'après-midi. Donc, il est important d'être prêt en amont et aussi de s'imprégner de la compétition et de la course durant les 2 jours. Donc, pour nous, non, ça ne change pas grand-chose. 1 ou 2 journées, très honnêtement, ça ne change pas grand-chose pour l'équipe. Ouais. Ok, très bien. Du coup, on parle un peu plus de la remorque maintenant. Est-ce que tu peux nous la présenter un peu plus en détail, donc tout ce qui est, enfin, le terme technique, donc tout ce qui est un petit peu plus le poids, tout ça, parce Émile nous parle souvent du poids de la remorque quand elle est chargée et tout. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la remorque en termes de taille, de poids? Est-ce que tu peux nous la décrire un petit peu plus? Donc, ouais, c'est assez simple, hein. Au départ, on parle d'un traîneau. Finalement, la remorque, au final, c'est un traîneau. Donc, c'est un baquet qui est qui est à l'arrière de la remorque, qui est sur un châssis. Et ce baquet va avancer au fur et à mesure sur l'avant de la remorque pour augmenter les difficultés et finalement passer d'un traîneau à une remorque lestée. Voilà. Donc, le principe est assez simple. Après, comment ça se passe? Donc, on a 2 essieux qui, eux, entraînent mécaniquement le baquet à travers, donc, comme je vous l'ai dit, l'embrayage, la boîte de vitesse et ensuite des rapports de chaîne pour pouvoir finalement faire avancer ce baquet vers l'avant de la remorque et assez simplement augmenter la difficulté au fur et à mesure. Voilà. Ensuite, on a, en plus de ces essieux, on a un patin. Donc, ce patin qui fait finalement l'office de contact entre la terre et la remorque. Et donc, ce patin, lui, fait office aussi d'augmenter la difficulté, les frottements. Donc voilà, c'est un patin qui est bombé. Pour ceux qui ne le savent pas, il est bombé sur à peu près sur toute sa surface. Et on va dire au milieu du patin, on va dire qu'on est bombé jusqu'à peu près une hauteur de 10 cm. Donc on va dire qu'on peut mettre jusqu'à une canette de coca sous le patin. Finalement, entre les extrémités et le centre du patin, on peut avoir jusqu'à 10 cm à peu près de différence de hauteur. Et donc, pourquoi il est bombé? Il est bombé parce que les tracteurs génèrent de la terre et grâce à ça, cette terre, elle est accumulée sous le patin et ça permet d'augmenter les frottements et la difficulté. C'est l'une des raisons principales pour augmenter la difficulté. En plus de ça, sous ce patin, il y a des bêches. Donc aujourd'hui, on a différentes bêches de différentes hauteurs qui sont fixes et aussi qui permettent d'accumuler cette air et augmenter la difficulté sous le patin et les frottements. Voilà. Donc ça c'est une des raisons pour lesquelles on arrive aussi à augmenter la difficulté et les frottements de la terre sur le patin. Voilà. D'accord. Ouais, donc du coup, la terre a quand même une importance assez finalement importante en termes pour ralentir le tracteur, quoi. Exactement. Bah, elle a une influence sur l'adhérence pour les tracteurs, hein, mais elle a aussi une influence sur nos réglages que l'on doit effectuer en fonction de la qualité. Enfin, je dirais pas la qualité, mais c'est finalement le contenu de la terre. Voilà, il y a des terres qui vont être plus argileuses, il y a des terres qui vont être plus sableuses, et donc en fonction de ça, tu vas pouvoir accumuler plus ou moins facilement de la terre sous ton patin. Voilà, donc D'accord. c'est un des paramètres qu'on doit prendre en compte. Et puis Ok. après, voilà, donc sur cette remorque, donc on a plein de réglages, comme on en parlait. Donc sur les réglages, on parle du poids. Donc on peut jouer avec des poids sur le patin pour augmenter le poids sur le patin, mais aussi des poids dans le baquet. Donc c'est les 2 moyens sur lesquels on peut jouer pour augmenter le poids. Donc, on parle de 10 tonnes maximum dans le patin. On peut aller jusqu'à 10 tonnes. Donc, c'est 5 masses qui font 2 tonnes. Donc, on peut, en fonction des catégories, mettre ces 10 tonnes. Et dans le patin, on peut mettre jusqu'à peu près 2 tonnes et demie, 3 tonnes. Donc, c'est 3 masses de entre 8 et 900 kilos que l'on peut mettre dans le patin. Donc, ça, c'est un des premiers points sur lequel on peut travailler. C'est le poids que l'on peut mettre dans cette remorque. Ensuite, on a la position du baquet.
le baquet peut partir plus ou moins en avant, c'est-à-dire qu'il peut avoir on peut le faire avancer, on peut le faire partir un petit peu plus tôt pour réduire sa course, mais aussi augmenter le poids au démarrage en fonction des catégories, puisqu'en fait on est comme sur une bascule, hein, comme une balance, donc plus le baquet il va vers l'avant, plus le poids va se répartir vers l'avant de la remorque. Donc on a cette possibilité-là. Ensuite, on a la vitesse du baquet. Donc le baquet, je peux le faire avancer plus ou moins vite en fonction des catégories. Donc je peux le faire finalement à peu près arriver à 30 mètres en bout de course. Entre le point zéro et le point d'arrivée, parfois je peux le faire arriver en 30 mètres, mais je peux le faire aussi arriver à 120, 130, Ouais, 140. c'est toi qui gères ça après selon le. En fonction des catégories, en fonction des pistes, donc on va jouer aussi sur ce paramètre-là, la vitesse d'avancée du baquet. Et ensuite, on a deux autres paramètres supplémentaires, trois autres même. On a la hauteur de l'essieu. Donc, nos essieux sur la remorque, on peut aussi jouer sur la hauteur. La hauteur va faire jouer sur le rapport de poids. Donc, on peut être soit assez stable et horizontal, et ensuite on peut faire relever la hauteur des essieux. Et ensuite, ça veut dire qu'on va commencer à répartir le poids un peu plus vers l'avant de la remorque. Donc, c'est un principe. Sur notre remorque, c'est vertical. Sur certaines remorques, comme les Allemandes, ils font bouger les deux essieux vers l'avant ou vers l'arrière de la remorque. Voilà. Donc, c'est joué différemment. Voilà. Donc, c'est un moyen qui est différent. Et ensuite, on a les deux derniers paramètres qui sont la pose du patin. Donc, la pose du patin, c'est hydraulique. Donc, une fois que le baquet arrive à une certaine distance, on peut faire poser le patin au sol. Là aussi, je peux faire varier cette pose de 15 mètres jusqu'à 130 mètres. Ça, c'est un autre paramètre. Donc, la pose du patin va vraiment augmenter la difficulté et c'est là où on va accumuler finalement le plus de terre. Et le dernier paramètre qui est le push-down, c'est finalement dès que le baquet il arrive en bout de course, à l'avant de la remorque, là, on va faire répartir 100% de la charge de la remorque sur l'avant. Et donc, ça veut dire on a deux gros vérins qui viennent finalement tirer le nez de la remorque vers l'avant. Et donc, on va répartir 100% de la charge sur l'avant de la remorque. Ouais. Et c'est là en général que tu arrêtes tout le. C'est que tout le là monde où s'arrête, voilà, ça augmente de manière assez conséquente la difficulté, mais la difficulté déjà qui est assez primordiale, c'est la pose du patin. La pose du patin augmente déjà drastiquement la force sur le tracteur. D'accord. Et après, en termes de coût, ça coûte combien à peu près une remorque à faire? Parce que c'est bon, beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail principalement. Après, en termes de coût, comment ça s'organise? C'est assez dur pour répondre à cette question. Pourquoi? C'est assez compliqué. Alors, j'ai des exemples, hein. Je sais que à l'époque, quand par exemple la remorque hollandaise elle arrivait en Europe, je sais que ils l'ont acheté des États-Unis et voilà, on parle d'une remorque à 6 chiffres. Voilà, donc voilà. Mais pourquoi? C'est parce que t'achètes un produit complet ou qui a été fait par une entreprise où il faut voilà, payer certes la matière et la technologie, mais il y a aussi toute la main-d'œuvre. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué de parler de coût, parce que aujourd'hui, oui, il y a un coût de revente d'une remorque, mais on ne compte pas les heures que tu peux. Comme pour un tracteur, aujourd'hui, Ouais. il y a le coût du tracteur en lui-même, sa valeur marchande, qui est sa valeur associée voilà, les moteurs, la transmission, la boîte de vitesse et les pneus, entre autres, etc. Ça, c'est un coût. Mais après, il y a toutes les heures que tu peux avoir passées dessus. Si on parle de coût horaire, etc. Forcément, là, le coût est encore plus conséquent. Donc c'est assez difficile voilà, de parler de coût. C'est pas que je veux pas, hein, c'est que voilà, il y a le coût de la matière première. Ça, Oui, oui, bien sûr. c'est indéniable. Ça, Mais après, il y a le temps que tu y passes et c'est ça qui finalement coûte finalement presque le oui. plus cher. Donc voilà, après,
Voilà, c'est assez cher, c'est assez cher comme tout, hein, comme construire un tracteur, mais Oui, voilà, bien après, sûr. Ouais, ouais. c'est la valorisation des heures passées qui est assez difficile à quantifier. Donc voilà. Et du coup, est-ce que il existe est-ce qu'il existe des entreprises qui fabriquent uniquement des remorques de pooling? Oui, il en existe. Alors, à ma connaissance, j'en connais une aux États-Unis qui s'appelle Boerbult, qui fabrique toutes les remorques Ironman que tu peux voir Ouais, aux États-Unis, qui ont le même design. Après, je pense qu'il en existe d'autres. Il y a des très gros loueurs aux États-Unis de remorques, qui louent leurs remorques toute la saison, enfin, d'accord. qui louent des remorques toute la saison. Est-ce qu'ils en construisent? Je ne sais pas. Ils les améliorent forcément. Ouais. Après, il y a forcément des gens qui en fabriquent, comme la nôtre. La nôtre, elle a été fabriquée. On pourra parler d'historique si on veut de la remorque. Voilà, Euh, c'est c'est du fait maison. Voilà, j'en connais pas aujourd'hui des entreprises en Europe. On a vu la nouvelle remorque hollandaise qui est sortie en fin d'année. Ouais. Voilà, c'est un design qui est finalement, on va dire, fait maison avec le support et les compétences de différentes personnes Ouais, ouais. au sein de la remorque allemande et hollandaise, mais voilà, ça reste quelque chose de plutôt à l'échelle unitaire. Ouais. Voilà, mais ça pourrait arriver en Europe, pourquoi pas, hein, voilà. Oui, et puis je veux dire, je pense qu'avec toutes les connaissances aujourd'hui de tous les pays en Europe en termes de remorques, oui, je pense qu'il y aurait la possibilité alors, de vendre des remorques, c'est peut-être un grand mot, Ouais, mais le marché serait peut-être pas fou. Mais non, oui, il y aurait peut-être possibilité, comme tu dis, voilà, d'avoir quelqu'un qui fait une remorque, voilà, tu peux avoir besoin d'une remorque, renouveler ta remorque, parce que je sais pas si tu as une durée de vie sur une remorque à peu près, mais c'est vrai qu'on voit souvent les Pays-Bas qui, on va dire, sans me tromper, tous les 2 ans à peu près, qui renouvellent les remorques. Euh, ouais, je pense que le marché serait pas gros, mais peut-être que ça marcherait, ouais, effectivement. Ouais. ça pourrait, voilà, il y a peut-être des gens qui réfléchissent, qui y pensent, Ouais. ça c'est possible, en tout cas, pas nous, mais voilà. Après, ce qui est compliqué, c'est d'acheter une remorque, par exemple, américaine. Les remorques américaines ne répondent pas aux règlements européens. Il y a des choses qui sont communes, mais les règlements sont différents. Et donc, après, par exemple, leur remorque hollandaise Keep Moving Orange, ils ont dû la réadapter aux, aux normes européennes. Voilà, donc là aussi, voilà, la question a dû se poser, est-ce que ça a plus de sens d'en acheter une et de la modifier ou d'en fabriquer une qui répond directement aux normes européennes? Voilà, c'est des choses qu'ils ont dû réfléchir et au final, peut-être qu'ils se sont dit, en faisant une remorque par nous-mêmes, ça nous coûtera moins cher que d'en importer une des États-Unis. Voilà. Ouais. Bah, du coup, ça tombe bien que tu dises que la remorque, quand elle arrive des États-Unis, ne correspond pas, parce que du coup, il existe différents types de remorques. Donc, on se disait standard, bronze, silver, gold, tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ça correspond en fait? Alors, effectivement, il y a même pour les grosses remorques, il y a même un nouveau ranking qui est le Silver Plus. Voilà. Entre le Silver et le Gold, il y a le Silver Plus. Alors, euh, le standard, c'est pour tout ce qui est tracteur de série et farm stock. Voilà, donc c'est assez simple. Il faut que ce soit une remorque qui puisse, on va dire, qui soit capable de les arrêter assez facilement. Et ensuite, les niveaux bronze, argent et or, il y a plusieurs choses. C'est premièrement bronze. Bronze, c'est après, tu dois avoir une répartition de la charge vers l'avant. Voilà, donc on demande un pourcentage sur le poids de ta remorque. Aujourd'hui, notre remorque à vide, elle fait à peu près 15 tonnes. On n'en a pas parlé. Quand on la met avec tous ces poids, on parle de 28 tonnes. Et donc, en fonction des catégories et surtout des niveaux, on te demande d'être capable de pouvoir répartir un pourcentage total de cette remorque sur l'avant. Donc, sur les bronzes, on parle de à peu près 60%. Sur les silver, on dit 75%. Faut que tu sois capable de répartir 75% de ta masse vers l'avant. Et pour les gros, c'est 90%. Et après, il y a d'autres attentes. Aujourd'hui, euh,
as des remorques standards ou standards qui ne sont pas automotrices, donc il n'y a pas de moteur. Voilà, en fonction des critères, si tu veux devenir bronze, argent, il faut que tu sois autonome, tu sois être capable de pouvoir ramener ta remorque au point zéro par toi-même. Et ensuite, il y a d'autres critères sur la partie technique, donc ça va être le push-down, ça va être la pose du patin, ce genre de choses où on va te demander de pouvoir le piloter en hydraulique ou en pneumatique. Et ensuite, il y a une autre partie qui est associée à l'équipe. Il te demande aussi d'avoir une expérience. C'est pour ça qu'il y a aussi l'équipe. L'équipe en elle-même est aussi jugée sur ses performances. C'est comme ça que sont répartis les différents niveaux, on va dire, de remorque. Donc, c'est principalement technique, avec forcément une complexité un peu plus importante pour atteindre le niveau gold. Et en fonction de ces niveaux, tu ne peux pas être autorisé à concourir ou à accrocher toutes les catégories. Voilà. En fonction des catégories, en fonction de ton niveau, tu peux être amené à rouler que du standard ou être amené à rouler que les tracteurs de ton championnat. Et ensuite, en fonction des puissances, tu peux être amené à être autorisé à rouler sur les super stocks, sur les heavy modified, etc., etc. Et ensuite, le dernier niveau, c'est tu peux être amené à faire des Eurocup. Voilà. Donc, soit Eurocup en tant que remorque backup ou Eurocup en tant que remorque principale. Voilà. Donc, c'est ces D'accord. critères-là qui rentrent en compte pour pouvoir pour définir ton niveau. Voilà. Et ça, du coup, qui c'est qui définit ça en fait? C'est le TPC? C'est comment ça se passe? Exactement. Vous Donc, il y a passez des tests ou des... Ouais, donc exactement. Donc il y a une commission des remorques au sein de l'ETPC qui est représentée par plusieurs pays. Voilà, il y a des gens des Pays-Bas, de l'Allemagne et de l'Angleterre, des pays de Scandinavie, si je dis pas de bêtises. Et donc eux, ils définissent le règlement. Et ensuite, tous les ans, on a un audit avant la première course. Nous, elle se fait juste avant Bernay, le jour de Bernay, souvent Ah ouais. le matin. Voilà, donc on a un audit. Donc l'audit, ça va être sur qu'est-ce qu'on a fait durant l'hiver. Donc moi, durant l'hiver, je dois les alimenter et je dois les informer sur si on fait des grosses modifications. Voilà, ce que l'on apporte sur la modification de la remorque. Et ensuite, on a des tests à faire parce que on a des tests mécaniques. Donc, on va vérifier que les freins fonctionnent, que les gyrophares, les différentes couleurs fonctionnent, que tous les aspects sécurité fonctionnent. Donc, ça va du contrôle des extincteurs. On mesure certaines chaînes, certaines pièces mécaniques. Et après, on a une partie de test qui est assez simple. Hein. C'est soit des tests en statique, ou après un test en dynamique. On a un test en dynamique où on doit contrôler et s'assurer que lorsque la remorque elle avance, le baquet il avance. Donc voilà, on a un système électronique si pour X raison le baquet n'avance pas alors que la remorque elle avance, alors la remorque doit se mettre en défaut. Voilà, donc, et elle doit être capable d'arrêter le tracteur et de se mettre en sécurité. Donc c'est des sécurités qu'on essaye en dynamique avec un tracteur de série. Donc on fait une simulation de rupture de chaîne sur la partie cinématique et on vérifie que la remorque se met en défaut. Voilà, donc ça peut être ça, ça peut être aussi on vérifie si on a une perte d'énergie pneumatique ou électrique, on simule un défaut et on s'assure que tout fonctionne. Voilà, voilà, et puis après, le jour de la course, forcément, ils évaluent tes capacités lors des manches, ils regardent comment ça se passe, comment ça se déroule, et en fonction de ça, ils prennent leurs décisions pour définir finalement le rang auquel tu peux accéder. D'accord. Et là, tu parlais tout à l'heure donc des réglages de la remorque, tout ça. Et c'est vrai que souvent, quand on parle donc il y a le pull test. Et donc comment toi tu définis déjà, enfin comment ils définissent quel tracteur va tirer et comment toi après tu définis si ton pull test il est bon ou pas bon. Est-ce que t'as des critères Oui, alors on va prendre l'exemple de Bernay. Donc aujourd'hui, les starting lists elles sont définies par le TPC. Voilà, donc c'est un tirage au sort. Hein, donc voilà, tu as un premier tracteur qui doit faire le pull test.
Ensuite, souvent avant la catégorie, on discute avec le directeur de course sur on définit ensemble éventuellement le nombre de tracteurs qu'il souhaite voir en finale. Donc, est-ce que c'est 30%, 50%, 90% de la catégorie en fonction du nombre, voilà. Donc, on en discute, on regarde la starting list et voilà, on définit, il définit où il estime il souhaiterait qu'il y ait 50% des tracteurs qui soient qualifiés ou que 30%, etc. Donc, par rapport à son critère, on le prend en compte. Et puis après, on définit un réglage. Donc, voilà, pour Berner, c'est assez. Je ne veux pas dire, c'est assez simple. Mais on a cette chance d'être sur une course dont les catégories sont assez homogènes, dont on a assez d'expérience parce qu'on revient d'une année sur l'autre et on a peu de différence sur la piste. Donc, on a de l'expérience. Aujourd'hui, je note tous mes réglages de toutes les compétitions année par année. Donc, j'ai un historique de Berner sur 15 ans. Donc, je sais les réglages que j'ai mis il y a 15 ans. Alors, bien évidemment, je peux plus m'appuyer dessus, mais voilà, sur les 3-4 dernières années, on peut s'appuyer sur ces réglages-là. Donc, parfois, ils sont bien. Donc, ça permet de se dire, bah tiens, je peux peut-être me baser sur ça pour définir mes réglages. Et des fois, on peut se tromper. Et donc, on note aussi ces réglages et on apprend de nos erreurs pour l'année d'après. Donc, voilà, ça, c'est le premier point. Et après, il y a le pool test qui se passe. Et en fonction du pool test, c'est rediscuter avec le directeur de course. Et c'est lui, en échange avec nous, qui prend la décision, ou on prend la décision, on va dire, de manière collégiale pour dire est-ce qu'on est d'accord ou pas sur les ajustements de la remorque. Sachant qu'il y a aussi un délégué pilote qui est aussi présent pour les Eurocup. Et donc, il y a un échange qui se fait, on va dire, de manière collégiale. Voilà, donc c'est ensemble. Et voilà, des fois, ça se passe bien et des fois, ça génère des discussions assez compliquées parce qu'il faut savoir qu'il y a des équipes qui ne jouent pas le jeu avec le pool test. Voilà, donc il y a des équipes qui n'aiment pas être les premiers à rouler. Donc parfois, soit ils vont malheureusement pas faire un passage qui serait représentatif des réglages. Donc on est obligé de discuter pour dire est-ce qu'on en refait un autre, est-ce qu'on le maintient ou est-ce qu'on doit ajuster. Voilà. Donc voilà, des fois on a des mauvaises surprises. Voilà. Donc ça peut générer des discussions supplémentaires. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, ça peut vite être complexe aussi, même en interne, de se dire ouais, on sait très bien qu'il joue pas le jeu, mais tu peux pas lui dire, quoi. Donc, voilà, ça fait partie du sport, mais voilà, ce qui est compliqué, c'est que des fois, on va être amené à réajuster nos réglages et ça m'est arrivé personnellement il y a une année à Bernay où malheureusement le premier tracteur qui est passé en Heavy Modified a fait un passage plutôt correct, mais on n'avait aucune certitude sur est-ce qu'il était à 100%, 110%, est-ce qu'il était à 80%. Et voilà, on nous a demandé. Moi, j'étais convaincu qu'il fallait augmenter et on m'a demandé plutôt d'alléger et on a allégé malheureusement on a eu des réglages qui étaient très légers. J'ai pas pris de plaisir à rouler sur la remorque parce que ça allait trop vite. Ça allait trop vite pour moi, mais ça allait trop vite aussi pour les tracteurs. Et toutes les équipes n'étaient pas très satisfaites. Voilà, donc ça a généré beaucoup de discussions. Et après, le plus compliqué, c'est de trouver un réglage en finale. Parce qu'on essaie de trouver un réglage en qualif qui va finalement être assez proche d'une finale. Je dis bien assez proche. Voilà, quand on a des réglages trop faciles et après qu'on doit régler de manière assez difficile, on a trop de disparités, trop d'écarts et souvent ça nous amène à faire des erreurs et à régler soit trop fort et finalement on passe d'une qualification qui était ultra facile à une finale qui était ultra lourde. Voilà, donc, qui vient finalement
gâcher, qui peut gâcher le spectacle et des fois aussi générer de la casse auprès des équipes, et c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Ouais, puis c'est vrai bon, on va pas citer d'équipe, mais c'est vrai qu'il y a des équipes qui connaissent le potentiel de leur tracteur et quand en finale ils s'arrêtent à 50-60 mètres alors qu'ils savent très bien que habituellement c'est entre 70-80, on sent que ça serre les dents et que voilà, ça leur plaît pas, Exactement. quoi. Non, non, mais on apprend tous les jours. Malheureusement, on apprend tous les jours et il faut savoir prendre du recul sur les réglages, mais c'est assez difficile, voilà, de trouver des fois la bonne formule. Donc l'expérience nous aide, mais voilà, euh, c'est jamais facile. Il y a toujours une petite part de doute sur certaines catégories. Voilà, donc, Ouais. Et du coup, alors toi bon, ça fait quelques années que tu es dans le pooling, maintenant, pour toi, qu'est-ce qui est le plus compliqué à régler, la remorque ou un tracteur? Bon, peu importe la catégorie, mais je pense qu'ils ont tous les deux leur complexité. Donc, j'ai envie de te dire, la remorque, c'est plus compliqué parce que pourquoi? Je vais être assez cash. Si une équipe elle fait des erreurs sur ses réglages, elle peut s'en vouloir qu'à elle-même. Voilà, ça fait partie de la vie du sport mécanique. Tu peux te tromper dans tes réglages et voilà, ça fait partie de la vie du sport mécanique et tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Aujourd'hui, si moi je me trompe, eh ben, je vais me tromper. Moi, ça va me gêner, mais je vais surtout avoir toutes les équipes qui vont nous le dire. Voilà. Et parce que on peut être amené à pas faire un bon spectacle, à pas faire, à potentiellement générer de la casse. Et c'est pas ce qu'on veut. On a envie que ça se passe bien. Donc, j'ai envie de dire une remorque, mais j'ai pas assez de recul pour parler sur un tracteur. J'ai eu cette chance de pouvoir en conduire, donc de pouvoir confronter, on va dire, ce que perçoit un pilote de tracteur de ce que perçoit un pilote de remorque. Voilà, mais je pense que les deux sont compliqués. Mais moi, je vais parler pour moi. Et voilà, aujourd'hui, si je me foire, si on se foire, ça ne nous apporte rien, et au contraire que des problèmes. Et voilà, je me considère un peu comme la peau dans un arbitre, ou comme dans un match de foot. Si tu gagnes, c'est grâce aux attaquants. Donc, si une équipe elle gagne, c'est grâce au tracteur. Mais si tu perds, c'est souvent à cause des défenseurs. Donc, ouais, s'ils gagnent pas, c'est souvent à cause de la remorque ou de la piste. Mais c'est jamais ouais, à cause des réglages. Voilà. Donc, ouais, c'est ça. c'est un peu une métaphore, mais c'est un peu la réalité. Voilà. Donc, Ouais, ouais. Et, c'est vrai que cette année, bon, Bernay, ça a été, on va dire, ça a été une belle année. Malheureusement, vu ce qui s'est passé, c'était compliqué, mais on a eu quand même une belle compétition. Par contre, c'est vrai que tous les ans, on sait qu'il y a toujours deux remorques. Je crois qu'il y a même eu trois remorques déjà à Bernay. Et c'est vrai que cette année, on a eu, enfin, finale Superstock qui a été compliquée, enfin, catégorie Superstock qui a été compliquée parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu de finale. Et du coup, la même chose s'est produite quelques mois après à Brande. Bon, sur l'enjeu était différent parce que là, c'est vrai que beaucoup jouaient le titre en super stock. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont tapé sur l'équipe de la remorque allemande, donc je pense que c'est un peu facile. Mais de ton point de vue, est-ce que tu vois que tu penses qu'il y a des choses qui ont été compliquées pour eux et des choses parce que je ne sais pas le problème qu'il y a eu exactement, mais si c'est les mêmes problèmes, est-ce que tu trouves ça, toi, de ton côté, normal ou est-ce que c'est des choses qui auraient pu être améliorées? non, alors euh, très honnêtement, ça aurait pu arriver à n'importe qui, à nous comme à eux. Et aujourd'hui, comme tu dis, taper sur une équipe de remorque, je pense que c'est pas légitime. Euh, comme je disais juste auparavant, si tu as un problème technique sur un tracteur, bon bah c'est comme ça, le tracteur, ça arrive, l'équipe va rentrer, va réparer. Malheureusement, quand tu es dans une équipe de remorque, tu n'as pas le droit à l'erreur puisque ça a un impact sur ton spectacle. Donc ça c'est indéniable. Après, très clairement, il faut pas leur jeter la pierre. Et pour avoir discuté avec eux avant et après cette compétition, ça a été un week-end noir pour eux. Ouais. Ils ont eu des problèmes pour venir à Bernay, voilà, pour le transport. Donc ils ont eu des galères pour arriver. Personne. Aujourd'hui, les Allemands
Je pense que c'est la meilleure. Avec les Hollandais, ce sont les deux équipes de remorques les plus professionnelles et les plus professionnels et qui ont les compétences techniques les plus élevées. Voilà. Donc on ne peut pas leur jeter la pierre, très clairement. Ils font un boulot qui est juste faramineux. Ils ont deux remorques. Ils font à peu près entre 40 compétitions par an. Donc forcément, eux, leur risque d'avoir de la casse, elle est beaucoup plus élevée et beaucoup plus importante que nous qui faisons que quelques courses dans l'année. Donc aujourd'hui, on ne peut pas leur jeter vraiment la pierre. Au contraire, aujourd'hui, on a besoin d'eux et on voit ils sont sollicités tous les week-ends. Donc très clairement, ça peut leur arriver et ça a été une année assez compliquée, je pense, pour eux. Hein, et eux, les premiers, très clairement, pour l'avoir vécu une année, d'avoir dû arrêter la course de Bernay, c'est jamais plaisant hein, parce qu'on est les premiers responsables. On se sent coupable et c'est pas ce qu'on souhaite. Et là, aujourd'hui, malheureusement, à Bernay, ça se trouve, on aurait pu avoir 4 remorques, les 4 remorques auraient cassé. Ça se trouve, notre remorque, elle aurait roulé, elle n'aurait pas eu de problème. Et c'est comme ça. Et l'année prochaine, ça se trouve, c'est notre remorque qui cassera et pas la leur. Et voilà, il y a jamais de certitude. Et malheureusement, c'est les deux problèmes qu'ils ont eus, ils ne pouvaient pas réparer. La première remorque qui a cassé, elle a eu un problème sur leur embrayage. Voilà, bah, ça, c'est factuel. Ils ne pouvaient pas réparer. La deuxième remorque, c'était une casse qui était très très bête. C'est un raccord hydraulique qui a cassé, mais c'est un raccord maison. Voilà. Donc c'était pas une pièce standard. Tu vas pas au marché du coin et tu la rachètes pas, quoi. Ils nous ont demandé de l'aide si on avait des pièces hydrauliques disponibles. On a essayé de trouver. On a une entreprise juste à côté de matériel hydraulique. On a essayé de les appeler, qui est l'entreprise de Benoît Sonnen, qui potentiellement peut avoir aussi du matériel hydraulique. Et aujourd'hui, c'était un raccord qui était maison spéciale. Donc voilà, tu pouvais essayer tout ce que tu veux de le réparer. C'était très compliqué. Ils ont essayé et malheureusement, bah, ça ne tenait pas, ça n'a pas tenu. Donc, tu apprends de tes erreurs. Et nous, les premiers, on a fait par le passé des pièces maison. Et malheureusement, tu ne peux pas la changer. C'est pas des pièces que tu peux remplacer. Donc voilà, t'apprends de ton erreur. Je ne dirais pas que c'est une erreur, mais je pense qu'ils ne s'attendaient jamais à ce que cette pièce, elle casse. Bah, elle a cassé. Et malheureusement, bah, tu vois, ils ont dû faire une modification, je pense, pour l'année. Et je pense qu'ils sont passés sur une chose qui est, bah tiens, un jour, si elle casse, j'ai une pièce de secours. Ce ne sera pas une pièce maison. Voilà. Donc malheureusement, c'est arrivé pour eux et je leur jette pas la pierre parce que bah, ils ont fait une année incroyable. Je sais qu'ils ont eu des problèmes pour rentrer aussi. Voilà, ils ont eu des soucis aussi pour rentrer. Voilà, donc week-end pour avoir compliqué. échangé avec eux et après pour revenir sur la catégorie, malheureusement, il était impossible de la relancer juste d'un point de vue règlement parce qu'il y avait quelques tracteurs qui avaient déjà roulé et certains ont cassé. Et si on reprenait la catégorie à 0 avec notre remorque, ça veut dire que les tracteurs qui ont cassé ne pourraient pas venir s'atteler à la remorque et eux seraient pénalisés, on va dire, dans un point de vue règlement. Donc oui, il y avait des équipes qui voulaient rouler, il y avait des équipes qui avaient déjà roulé, qui étaient prêtes à rerouler, et il y a des équipes qui potentiellement, c'était peut-être pas grand-chose, mais comme ils se sentaient peut-être pas en position de force pour rerouler, et voilà, tu es obligé de prendre la décision d'annuler la manche pour un niveau d'équité. Mais c'est vrai que c'est assez frustrant. Je me rappelle, pour avoir vu le prochain tracteur qui passe, c'était Uneveno, qui vient de la Norvège. Je me dis, c'est assez dur de te dire, on va annuler la course. Mais personne ne le souhaite. Hein. C'est une décision qui est difficile. Bien sûr. Que ce soit pour le TPC, pour la NTP, pour Bernay, c'est jamais plaisant. Et voilà, c'est une situation qui est assez, on va dire, malaisante. Surtout que le week-end, ils n'avaient pas besoin de ça, personne n'avait besoin de ça. Ça a été un week-end très compliqué avec l'eau, avec la météo. Donc très clairement, c'était pas ce qu'on avait. On n'avait pas besoin de ça sur ce week-end-là. Voilà. Donc, mais c'est comme ça fait partie. Donc
Il faut des remorques de secours et je pense que une, deux, bah voilà, trois, ça démontre que voilà, des fois il en faut plus. Voilà. Donc, Oui, bien sûr. Et du coup, après, donc, bon, là, c'est un problème qui n'a rien à voir forcément avec ça, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on arrive sur des puissances que les remorques d'aujourd'hui ont parfois du mal à encaisser à force de cumuler, par exemple, la catégorie Modify sur toute une journée en un traiteur qui dépasse les 10 000 chevaux? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a des remorques qui arrivent parfois à bout à force d'enchaîner les compétitions? à bout, je pense pas, mais c'est sûr que oui, il y a des pièces mécaniques qui sont sollicitées de manière assez conséquente. Donc ça veut dire qu'il faut être amené à faire des contrôles plus réguliers, peut-être plus rapprochés, et à faire du changement plus régulier. Donc c'est à la fois de la maintenance préventive, mais aussi proactive. Donc oui, ça va être changer des pièces plus régulièrement. Effectivement, la Heavy Modified est la catégorie qui génère le plus d'efforts, on va dire. D'efforts. Donc, effectivement, tu es obligé de faire plus de remplacements ou d'améliorations. Mais je pense pas que les remorques soient, très honnêtement, personne ne prendrait le risque de prendre une remorque câble. Oui, donc du coup, ouais, après, c'est vrai qu'il y a il y a des moments où, enfin, moi je le vois en tant que spectateur, tu dis, mais tu dis la remorque, ça lui tire sur la gueule quand même. Ah oui, ça leur fait. C'est- Ça, c'est indéniable qu'elles prennent des chocs, elles prennent des impacts. Ça, c'est indéniable. Et forcément, bah, durant l'année, souvent après la course de Bernay, on fait beaucoup plus de contrôles parce il faut s'assurer que la mécanique, elle tient. On fait des remplacements et je sais que c'est la même chose pour les autres équipes de remorques. J'imagine que l'équipe de remorques hollandaise ou allemande qui font énormément de manches européennes ou même enfin, de manches à l'étranger. Et forcément, ces remorques sont beaucoup plus sollicitées. Donc ils sont amenés à forcément anticiper des pannes. Mais voilà, les Allemands, leur casse sur l'embrayage, c'est le premier embrayage qui cassait depuis qu'ils avaient fabriqué leur remorque. Ouais, Donc voilà, donc finalement, c'est des pièces qui duraient dans le temps. Et à un moment, chaque pièce a ouais, je son pense mode que de à force, voilà, tu arrives sur elle l'usure et fatigue. puis voilà, c'est des choses que bah, tu prévois pas forcément. Quoi. T'as beau, tu disais au début, voilà, qu'il y a des contrôles tous les ans sur le matériel, tout ça, mais tu peux pas prévoir que cet embrayage-là va casser à cette course-là, quoi. Non, tu peux pas le prédire. Et même pour une équipe de tracteurs, elles peuvent pas le prédire. Voilà. Voilà. Ce qui est plus frustrant, c'est que on n'a pas ce droit à l'erreur, puisqu'il y a un spectacle assuré pour l'organisateur et pour les spectateurs, et c'est ça qui est le plus frustrant quand on doit prendre cette décision. Mais heureusement, ce sont des décisions que l'on n'a pas à prendre de manière régulière. Voilà. Brand Ouais, 2, bah, voilà, c'est malheureux, mais je ne jette pas la pierre aux Allemands, et au contraire, je pense qu'il faut plutôt reconnaître leur travail et leur taf parce que ils font un travail qui est plus qu'impressionnant, donc ouais. Bah, extraordinaire. c'est vrai que Brand, ça a été un peu plus compliqué parce que c'est vrai que ça joue, voilà, il y a deux, trois équipes qui jouent le haut de tableau en super stock et qui jouent le titre. Donc, ouais, je pense que ça a été un peu plus tendu parce que c'est vrai que bon, Bernay, c'est le début de la saison. Donc, on sait qu'il y a toute la saison derrière. La Brand, c'est vrai que voilà, c'est. Franchement, il y a les Eurocups, je sais pas si le mot c'est tendu, mais il y a un enjeu qui est important et clairement, peu importe que ce soit la première ou la dernière, les enjeux ils sont là et les gars ils veulent, les équipes elles veulent gagner et c'est sûr que c'était encore plus dommageable en fin de saison, mais très clairement il y a l'enjeu, tu le sens, il est présent à chaque catégorie, chaque course très clairement. Ils font pas de différence, ils veulent le max de points, ils veulent gagner, plus tu as de courses où il y a des décisions qui sont prises et qui sont pas en leur faveur, plus ça peut générer des émotions et de la frustration. Ouais. Et du coup, bon, toi qui t'es sur la remorque, mais si tu devais avoir ton tracteur, tu serais quelle catégorie? J'ai une petite idée, mais tu serais dans quelle catégorie? Qu'est-ce que tu aimerais le plus? Non, pas spécialement John Deere. Non, pas forcément un super stock ou un limited super stock. Non, il y a vraiment une catégorie, tu vois, que j'aimerais faire déjà en tant que pilote de remorque.
mais aussi ce serait les mini. Tu vois, c'est une catégorie que, enfin, j'adore toutes les catégories, mais voilà, la catégorie mini, je trouve qu'elle est assez impressionnante. Voilà, et de piloter, je pense, un mini, je pense que ça doit être assez impressionnant. Et tu vois, j'aimerais bien aussi, une fois, l'occasion, monter avec un pilote de remorque sur la remorque mini pour voir comment ça se passe. Mais je pense que ça doit être assez impressionnant. Voilà. Donc, après, oui, bien évidemment, courir sur un super stock John Deere, pourquoi pas. Mais non, un mini, c'est quelque chose que j'aime bien, quoi. Ouais, c'est vrai que le mini, ça va super vite, quoi. Enfin, Ouais, on se rend compte du côté du public, mais à la vitesse où ça va, c'est impressionnant, non, quoi. c'est assez impressionnant. Voilà. Après, toutes les catégories voilà, ont du charme, mais voilà, la catégorie mini, moi, me plaît énormément. Voilà. Ouais, bah ouais. Bon, ben voilà, après, c'est chacun. Bon, puis c'est vrai que bah, tu as dû faire quelques tracteurs maintenant, donc ouais, tu dois avoir une vision des catégories différentes. Donc, bah, il y a forcément une catégorie que tu préfères, mais oui, je pense que tu dois prendre toujours le même plaisir à être sur la remorque, quoi. Ouais, oui, il y a toujours ce même plaisir, très clairement, hein, peu importe, two-wheel drive, limited super stock ou heavy modified, tant que ça se passe bien, voilà, on prend du plaisir. Après, voilà, ouais, chaque catégorie est vraiment différente. Les super stocks, on va avoir une attention un peu différente parce qu'ils ont des centres de gravité qui sont très hauts, voilà. Donc on sait on peut avoir ce genre de choses. Les pro stocks à une époque, c'était aussi assez difficile parce qu'ils avaient des centres de gravité assez hauts. Les heavy modified, ça va très vite. Voilà, c'est très puissant, mais voilà. Moi, je prends du plaisir à chaque fois que je suis là-haut. Donc, enfin, de manière générale, je prends du plaisir. Des fois, voilà, il y a une fois à Bernay, j'ai pas du tout pris de plaisir, mais parce que ça allait beaucoup trop vite par rapport au réglage qu'on avait fait en qualif. Ouais. Et du coup, si t'avais un tir qui t'a peut-être marqué plus que les autres, ça serait quoi? Tu as une idée ou? Euh, un tir pas spécialement, mais tu vois, le pooling a vraiment évolué, même en France. Voilà, à une époque, voilà, on avait pour même des manches en championnat de France. Avant, on avait des pistes qui étaient un peu plus sèches, où on générait énormément de poussière et voilà, par moment, pendant une fraction de seconde, tu voyais plus rien. Je voyais plus rien. Donc voilà, voilà, j'ai pas un tir en mémoire qui m'a plus marqué. Il y en a peut-être plusieurs, tu vois. Si, je dirais la première fois que j'ai roulé en Eurocup, et en plus ça s'est pas bien passé pour nous, c'était à Lubersac en heavy modified. Enfin, c'était à Lubersac et on a fait la heavy modified et malheureusement on a cassé un vérin hydraulique. Ouf. La probabilité que ça casse, elle était infime, mais voilà, il a cassé et je me rappelle, voilà, c'était la première fois que je faisais une Eurocup en heavy modified. Tout se passait pour le mieux. Voilà, j'étais très jeune, hein, je crois que j'avais 17 ans, donc voilà, tout se passait pour le mieux. Et voilà, d'un coup, tout le monde te dit, il faut arrêter. Tu dis non, non, et on peut réparer, mais non, non, on peut pas. Donc voilà, mais non, Ah j'ai pas je sais que là, il y a une année où, voilà, où j'étais très marqué parce que ça allait très vite à Bernay, mais sinon, le résultat, toutes les courses ouais, qu'on puis a du coup, fait. c'est avec le fait d'aller vite, surtout un Modify, tu dois aussi te faire peur parce que tu dis quand il va arriver au bout, est-ce qu'il va s'arrêter, quoi? Bah, oui, après, on sait qu'il y a des sécurités et tout, mais bien évidemment, enfin, voilà, ça allait très vite et c'était pas du tout confortable. Donc c'est Ouais. comme ça. Mais, personne n'aime la vitesse et le directeur de course européen n'aime pas la vitesse, pour être Ouais, honnête bah avec ouais, eux. tu m'étonnes. Donc, Ah, c'est vrai que enfin, tu parlais de Lubersac. Moi, Lubersac, j'y suis allé quelques années parce que c'était à 1 heure et demie de chez mes parents. Donc, mais c'était une course, moi, que j'adorais. Mais ouais, quand il faisait chaud, il faisait beaucoup trop chaud, quoi. C'était invivable. exactement. T'avais 3 arbres là, et puis t'avais 5000 personnes sous les 3 arbres, et c'était fini, quoi. C'est C'était, ça. mais c'était une course que j'adorais, quoi. C'était vraiment, moi, j'ai fait le C'est championnat d'Europe en 2006, je crois. Ça fait C'était 2006. extraordinaire. C'était extraordinaire. On était entourés entre les Allemands et les Hollandais là. On a passé un week-end. C'était J'ai- génial. J'étais présent aussi, donc la remorque était présente, voilà, donc Ouais. je m'en rappelle très bien. Ouais.
Ah ouais, c'était. Donc voilà, parce qu'en plus, cette année, il n'y a pas eu de championnat d'Europe, du coup. J'ai vu que. Non, il n'y a pas de championnat d'Europe cette année. Voilà, c'est très compliqué parce que aujourd'hui, c'est très cher d'organiser un championnat d'Europe. Voilà, donc c'est pas facile. Donc malheureusement, il n'y en a pas eu. Je sais qu'il y a des discussions pour les années à venir. Il y a des réflexions sur comment améliorer l'attractivité des Eurocup. Est-ce qu'on peut pas ajouter d'autres catégories? Voilà, il y a ce genre de choses. Je ne sais pas si vous l'avez perçu cette année, mais ils ont lancé un nouveau concept qui est la double manche. Ils appellent ça la double header en anglais. Ils l'ont fait à Fuchsdorf. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 manches Eurocup en Super Soc. Ouais. Donc double point, une course le samedi, une course le dimanche, en poule sec, donc c'est différent. Mais voilà, ça génère plus d'attractivité, ça veut dire 2 classements, ça veut dire voilà, donc c'est des choses sur lesquelles ça peut être intéressant, ça peut générer un peu plus d'attrait. Voilà, donc il y a des réflexions sur ça. Voilà, pour donner encore plus de dynamique et d'attractivité pour les organisateurs, mais aussi pour les spectateurs. Ok. Ouais, du coup, tu vois, ça tombe bien que tu en parles, mais du coup, le pool sec, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et à quel moment vous définissez que vous allez faire le pool sec? Alors, en général, sur les Eurocup, il n'y en a pas, sauf, je dis bien sauf si les conditions météo font qu'on doit être amené à faire passer toutes les catégories dans un laps de temps. Et donc, à partir de là, on va réduire, le temps par catégorie. Et donc, à partir de là, on va limiter le nombre de passages. Donc, ça peut être dans ce genre de décision que l'on peut être amené à faire un pool sec. Pool sec dit finale, finalement. C'est une finale directement, tout le monde qualifié en finale et on fait un réglage de finale. Donc, il n'y a qu'à ce moment-là que ça peut être amené d'avoir un pool sec. Sinon, normalement, on ne le fait jamais. Il n'y a aux Pays-Bas qui le font un peu plus, enfin, on va dire un peu plus souvent, ou c'est parce qu'ils ont des catégories avec un nombre de tracteurs assez conséquent. Mais voilà. Ou alors, quand il y a la double manche sur le même week-end où les équipes doivent faire 2 manches. Donc à partir de là, on parle d'un pool sec et d'une finale, une finale directe. Voilà. Donc, Ok, très bien. Eh bien, de mon côté, j'ai fait le tour. Je sais pas si tu as des questions peut-être ou des choses à exprimer. Moi, de mon côté, on a bien échangé. Je pense que c'est bien. On a appris pas mal de non, après, choses. petit point. Donc, le full pool team, c'est pas que la remorque, on en a un petit peu parlé, c'est aussi le transport de tout le matériel. Donc, c'est à la fois le transport du rabot, de la bascule, du rouleau. Donc, c'est des choses que l'on transporte en plus de la remorque. Sur les pistes, on la prise en charge de la partie flagman sur les manches de championnat de France. Et aussi, on a une équipe dans l'équipe, dans le full pool team, on a aussi la partie boutique. On a aussi le transport et la manutention de toute la boutique de la FTPF. Donc, c'est aussi des choses que l'on transporte avec le matériel. Et donc, voilà, c'est des choses sur lesquelles personne n'en a forcément conscience. Mais voilà, on gère tout ce matériel en plus de la remorque. Voilà, donc voilà. Et puis, non, après, voilà, le full pool team, juste pour info, le full pool team, ça a commencé en 1988. Et pour te donner un peu plus de contexte, il y avait deux associations qui existaient dans les années 80. Il y avait l'association du Tractosaure qui était en Amboise et il y avait l'association du tractor pooling sur Bernay. Il y avait même une autre association dans le Loiret qui existe toujours. À partir de 88, c'est là que le full pool team, on va dire, s'est créé et que Hervé et Stéphane, qui sont les deux personnes, qui sont les deux, on va dire les deux chefs au sein de l'équipe de la remorque, c'est eux qui ont décidé de récupérer la remorque d'Amboise. Et l'année d'après, en 89,
les deux associations et les deux fédérations ont décidé de fusionner pour créer la Fédération française de tractor pulling. Et donc, ils ont récupéré aussi la remorque de Bernay, qui est notre remorque aujourd'hui, on va dire. Donc, il y avait une remorque rouge, pour peut-être les gens qui sont nostalgiques ou qui ont un peu d'historique, il y avait une remorque rouge du Tractosaur et il y avait la remorque bleue de Bernay. Et donc, on a récupéré, le Full Pool Team a récupéré ces deux remorques et on a conservé la remorque de Bernay, qui est aujourd'hui finalement la remorque qui existe encore actuelle. Donc, il ne reste plus que on va dire le châssis. Tout le reste a été modifié et c'est comme ça que le Full Pool Team a été créé et existe aujourd'hui. Donc, voilà. D'accord. Et si on veut vous rejoindre, si on veut vous donner un coup de main, est-ce que c'est possible ou... Complètement. Aujourd'hui, je vais même aller plus loin dans ma démarche. On cherche du monde pour le Full Pool Team, mais aussi pour la FTPF. Voilà. On cherche des bénévoles à tous les niveaux, tous les étages, et il n'y a pas de honte. Et il ne faut pas hésiter. Peut-être les gens ont tendance à se dire qu'on est inaccessible, mais pas du tout. Voilà, pour être honnête avec vous et avec toi, on cherche des flagman, on cherche des directeurs de course, on cherche des commissaires de piste. Si on a des gens qui peuvent venir nous aider pour la remorque, on est bien au contraire ouvert. On a des gens qui viennent nous aider des fois de manière ponctuelle pour le rabot. Parce que, mine de rien, on ne se rend pas compte, mais le rabot et le chauffeur du rabot est une personne clé. Dans la dynamique entre deux passages de tractor pulling, parce qu'aujourd'hui, c'est des contraintes et c'est des challenges. Aujourd'hui, on est à la recherche de ce genre de postes, des gens pour la bascule, des gens pour la télémesure. Il n'y a pas de petits postes. Il n'y a pas de petites. On cherche plein de monde et à tous les niveaux. Donc, ça peut même être au niveau du speaker. Enfin, voilà, ça peut être même pour éventuellement pour dynamiser les réseaux sociaux avec peut-être de la vidéo, ce genre de choses. Voilà, parce que quand je suis sur la remorque, je peux pas filmer, je peux pas partager des vidéos auprès de notre page Facebook. Donc voilà, on est toujours preneur de ce genre de choses, mais voilà. On reste des bénévoles, donc c'est ça qu'il faut avoir en tête et c'est ce qui est le plus important, c'est on reste des bénévoles. Donc pas hésiter à venir vous voir ou même à vous contacter sur les réseaux pour les informations. Voilà. Exactement, on est ouvert et plutôt, je dirais, accessible. Donc voilà. Super. Venez nous rejoindre. Venez rejoindre. On a besoin de tout le monde pour développer le sport mécanique et le tractor pulling en France. Donc voilà, et ce que tu fais, c'est très bien, ça permet de véhiculer l'image du tractor pulling et voilà, on est preneur de nouveaux bénévoles. Voilà. Ouais, je te remercie, c'est avec plaisir. Et puis moi je vais te remercier d'avoir passé ce petit instant avec moi, c'était super sympa, on a bien échangé et puis c'est un plaisir réciproque, voilà, donc au plaisir de le refaire ou de partager d'autres à côté de la fédération ou sur la partie ETPC ou sur la partie communication, voilà. Et si vous avez plein d'idées, on est preneur sur la com, sur comment dynamiser les réseaux sociaux. On essaye d'attirer le plus de monde, donc de spectateurs, mais aussi on veut attirer des nouvelles équipes de tracteurs. Voilà, donc c'est ça qu'on veut. Donc, d'ailleurs, tu vois, tu parles de ça, mais les remorques hollandaises, tout ça, elles ont souvent un nom. Si toi, tu devais trouver un nom à la remorque française, tu l'appellerais comment? Quand j'étais plus jeune, alors je parle comme un vieux, mais je sais qu'on en avait parlé, enfin, où je me suis dit, tiens, on pourrait pas changer de nom, voilà, et ça s'est jamais fait, mais après, il faudrait que je pense que ça soit représentatif de la philosophie peut-être de l'équipe, voilà, peut-être un point autour de ça, enfin, voilà, autour de l'état d'esprit qu'il pourrait y avoir autour de l'équipe, voilà, je sais pas. Je pense que je partirais sur un nom anglophone, voilà, plutôt que francophone, mais voilà, j'ai pas d'idée, et voilà, ça se réfléchit, donc ça peut se réfléchir. Voilà. Donc même un logo, voilà. Ça se réfléchit, ça peut se réfléchir. Donc, voilà, bon, si vous avez des idées, alors exactement, envoyez vos noms de remorques et puis exactement. voilà. Très bien. Ok. Eh ben, je vais te souhaiter une bonne journée.
Merci. Je vais te dire à bientôt. Et puis, si on a l'occasion de reparler, redéchanger, ça sera avec plaisir. Avec plaisir, on peut faire un petit point avant le début de la saison. On peut faire un petit point avec plaisir sur ce que l'on envisage de faire. Donc, merci Avec à toi. plaisir. Puis, De rien. puis s'il y a des questions, n'hésite pas à nous les Pas de problème. adresser et on pourra répondre sur. Il n'y a pas de souci. Ok. On se donne rendez-vous avant le début de saison alors, et puis on fait un petit point sur ce qui est prévu pour 2025 alors. Merci Jordan. Ça marche très bien. Allez, à bientôt.